Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la rétrospective Silent Hill, l'émission qui est bien partie pour se faire aussi rare que les jeux qu'elle traite. Encore une fois, si jamais vous débarquez sans avoir vu les précédents épisodes, il ne sera pas question ici de réaliser un test ou une critique de ce Silent Hill 3. L'objectif sera, après une rapide remise en contexte, de mener une réflexion sur les thématiques abordées par le jeu, en se basant sur son histoire, ses personnages et son bestiaire, en passant par sa bande originale, avant de finir sur un petit point référence artistique. Veuillez noter enfin que Silent Hill 3 étant la suite directe de Silent Hill 1, l'analyse du jour s'appuiera en partie sur ce qui était dit dans le premier épisode de cette rétrospective. Merci de votre compréhension, et maintenant que ceci est dit, rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Malgré une réception critique dithyrambique, les chiffres de vente de Silent Hill 2 ne sont pas à la hauteur des ambitions de Konami. Ainsi, si la Team Silent commence la production de Silent Hill 3 seulement quelques jours après la sortie du second épisode, elle connaît cependant des déboires lors de la conception du projet. Dans un premier temps, ce nouvel opus est envisagé comme un rail shooter horrifique à la House of the Dead. L'idée de peur est ainsi repensée par rapport aux précédents opus. Fini l'angoisse existentielle et l'effroi graduel né de la suggestion et du silence, ce nouveau Silent Hill serait bien plus violent, frontal et direct. Après quelques temps de développement, le jeu abandonne son gameplay sur rail pour revenir à la formule de ses aînés, cependant son traitement de la peur reste tel qu'imaginé à la base. Ainsi, lors des premières ébauches de scénario, il serait question, malgré une violence bien plus présente, de garder un réel développement psychologique dans la veine de Silent Hill 2, mais les ventes décevantes de ce dernier ont vraisemblablement amené Konami à vouloir connecter ce troisième épisode avec le jeu original, notamment en ramenant l'ordre sur le devant de la scène. Silent Hill 3 sort finalement sur PS2 entre les mois de mai et août 2003, et un portage sur PC, développé par une équipe réduite, voit également le jour, quelques temps plus tard, pour Halloween de cette même année. Ce troisième opus se distingue de ses prédécesseurs en permettant aux joueurs, pour la première fois dans la franchise, de contrôler un personnage féminin, une adolescente qui plus est, et en délocalisant une majeure partie de l'aventure hors des rues brumeuses de Silent Hill. Du côté des améliorations d'ergonomie, il n'est plus nécessaire d'avoir la lampe torche allumée pour consulter la carte dans le noir, ajoutant en confort ce que cela fait perdre en immersion. En parallèle, l'équipe développe des effets dynamiques sur les parois du monde alterné, parois qui semblent grouiller et suinter de façon organique et mettent au point un moteur graphique très impressionnant. Ainsi, le réalisme déjà remarquable des textures de Silent Hill 2 est ici renforcé, de même que la modélisation et l'animation des différents personnages, toutes particulièrement détaillées, afin de renforcer l'immersion du joueur. Par exemple, le design des humains est pensé non pas pour qu'ils ressemblent à des héros de jeux vidéo, mais à des personnes humaines et vulnérables, avec leurs défauts dans la droite lignée de Silent Hill 2. Ainsi, la protagoniste de l'aventure, Heather, a des taches de rousseur et des cernes marquées, ainsi que des racines brunes qui font ressortir sa teinture blonde. Le jeu s'articulant une fois encore sur ces personnages, il était donc essentiel que ceux-ci soient crédibles, et la présence de ces détails, couplée à l'utilisation de la motion capture, déjà à l'œuvre sur Silent Hill 2, vont clairement dans ce sens. Et puisque c'est de personnages qu'il est maintenant question, la trame de ce Silent Hill 3 suit, comme dit un peu plus tôt, le personnage de Heather, qui est donc une adolescente semblant tout ce qu'il y a de plus normal de prime abord. Cependant, comme les protagonistes du précédent jeu, Heather est appelée à Silent Hill pour une bonne raison, guillemets de rigueur, et c'est justement à déterminer cette raison que va majoritairement être consacré cet épisode de la rétrospective. Veuillez noter au passage que, de la même manière que pour les précédents épisodes, tout ce qui va suivre ne sera que le cheminement de mon interprétation. Interprétation à laquelle vous êtes libre d'adhérer ou non. De même, à partir de ce point, tout ce qui suivra comportera des spoilers majeurs du jeu, vous voilà prévenu. L'histoire de ce Silent Hill 3 commence avec une jeune femme, seule, au milieu de la nuit, perdue au cœur d'un parc d'attractions des plus morbides. Le sol est constitué de rouille, des cadavres en déguisement de lapins gisent çà et là, et la seule autre présence environnante est celle de monstres agressifs et repoussants. La jeune femme finit écrasée sur un rail par un wagonnet qu'elle n'avait pas vu arriver. Et c'est ainsi qu'elle se réveille à la table d'un restaurant baigné de la lumière rougeoyante du crépuscule. Le nom de cette femme est Heather, et elle n'a alors qu'une idée en tête, rentrer chez elle et rejoindre son père. Mais c'est alors que le rêve se matérialise sous ses yeux, et la galerie commerciale commence à accueillir des monstres, lesquels semblent parfaitement réels. Puis, peu après avoir fait la rencontre de Claudia, une fanatique mystérieuse, Heather commence à ressentir de vives douleurs au niveau de l'estomac. Par la suite, elle rentre dans un ascenseur dépourvu de boutons et donnant sur un autre ascenseur dont les parois laissent place à des grilles rouillées et le sol à un carrelage pourrissant. Le centre commercial est alors entièrement métamorphosé, décrépit, rouillé et insalubre. La jeune femme n'a alors d'autre choix que de s'enfuir et de tailler son chemin dans la chair des monstres qui l'assaillent. Finalement, les lumières du centre commercial se rallument, dévoilant un lieu parfaitement propre et ordinaire, revenu à son état initial.
Maintenant échappé de cet enfer venu à sa rencontre, Heather prend la direction de son domicile, passant des couloirs étouffants du métro au tunnel suintant des égouts, en passant par un bâtiment administratif endormi et croisant différents personnages sur sa route, Douglas, un détective privé inquiétant, et Vincent, qui dit vouloir aider la jeune femme. Mais partout où elle passe, son cauchemar la suit, presque comme s'il guidait ses pas. Cependant, peu importe le chemin, elle parvient finalement à arriver chez elle en un seul morceau, et trouve le cadavre encore chaud de son père dans le salon. Remarquant des traces de sang qui la mènent vers le toit de l'immeuble, Heather remonte la piste, bouillonnante de rage, pour finalement tomber face à Claudia. Cette dernière avoue avoir ordonné la mise à mort du père et invite la jeune femme à la retrouver à Silent Hill, là où tout a commencé. Car effectivement, comme dit plus tôt, ce troisième épisode est directement connecté au premier jeu, et pour cause, il s'agit de sa suite directe. Et je vais en rester là pour la partie scénario afin d'éviter les redondances dans la suite de la vidéo et entamer la réflexion. Heather, l'héroïne de cet épisode, est ainsi la fille de Harry Mason, le héros du tout premier Silent Hill. Plus précisément, elle est l'enfant qui lui a été confié à l'issue du premier jeu, et encore seulement durant les fins qualifiées de bonnes. Et par ailleurs, étant donné qu'il n'est pas question de Sybil Bennett, la policière du jeu original, on peut ainsi supposer que la fin prise en compte par ce Silent Hill 3 est celle où Harry part avec l'enfant, et où Sybil, elle, est morte. Partant de cette idée, il me paraît acceptable de considérer que Harry aurait pu élever Heather en bon père célibataire, d'autant plus qu'il n'est jamais fait mention d'une quelconque figure maternelle qu'aurait eu la jeune femme durant son enfance. Et même si elle déclare avoir été très heureuse, nul doute que grandir en ignorant tout de ses origines, tout en ayant pour unique figure parentale qu'un homme seul qui l'a recueilli, n'a pas dû être facile. D'autant plus que si on se prend quelques instants à spéculer, on peut aisément imaginer que Harry aurait pu chercher de la compagnie auprès de diverses femmes durant les 17 années qui ont suivi l'adoption de Heather. Et voir passer ces différentes femmes aurait pu générer chez la petite, à un moment ou un autre, un profond sentiment d'incompréhension, peut-être même d'impuissance en quelque sorte, amenant une certaine détresse. Une détresse que l'on ressent quand on ne peut être là pour une personne que l'on aime, quand on est incapable de l'aider. Le portrait de Harry dressé par le jeu le caractérise ainsi comme un père absent, qui aime peut-être sa fille, mais qui ne l'accompagne pas ni ne la soutient. Et cela se manifeste en pratique, notamment par l'absence totale du personnage dans le jeu. Même lorsque Heather lui téléphone en début de partie, sa voix est absolument imperceptible, et lors du décès du personnage, son visage est absent, il est caché, comme inaccessible. Après, tout ça n'est bien entendu, comme dit un peu plus tôt, que pure spéculation, mais disons qu'il ne me paraît pas impensable que le personnage de Heather ait pu avoir été pensé avec un vécu similaire, étant donné les diverses pistes de lecture qui parsèment le jeu. Et ces pistes de lecture tendent clairement à identifier l'amour comme thème principal de l'aventure, d'autant plus que c'était déjà le sujet des deux précédents épisodes. Silent Hill 1 parlait de l'amour d'un parent pour son enfant, par sa présence et son absence, et Silent Hill 2 était majoritairement basé sur l'amour et le dégoût du corps, de son propre corps ou du corps étranger. Silent Hill 3, quant à lui, semble se concentrer sur la solitude qui amène au besoin d'amour. Je vous recommande au passage cette excellente analyse du jeu par Joachim de la chaîne Padawam HD, qui avait conclu que le thème clé du jeu était l'avortement et ses conséquences aussi bien physiques que psychologiques. Pour en revenir au personnage de Heather, on apprend à un moment dans le jeu que bien qu'Harry ait fait de son mieux pour aimer cet enfant qu'on lui a confié, il a plusieurs fois pensé à l'abandonner, voire à la tuer. Il est également révélé, en fin d'aventure, que le nom de naissance de Heather est en réalité Cheryl, ce qui implique que Harry n'avait pas réussi à dépasser la disparition de son premier enfant. Heather est donc concrètement une enfant adoptée qui ne vit que pour faire vivre la mémoire d'une fille qui l'a précédée auprès d'un père qui ne l'a jamais réclamée. Et à tout cela s'ajoute également la question de l'identité du personnage, celle-ci étant née dans des circonstances particulièrement mystérieuses lors de la réunion de Cheryl et Alessa, elle est tout autant l'une que l'autre. Heather est donc une jeune femme trouble, somme toute indéterminée, et globalement fabriquée de toutes pièces. Et si elle ne manque pas de caractère, elle semble en quelque sorte ne pas avoir de personnalité propre. Ou plutôt, elle semble en recherche de cette personnalité, de cette identité qu'elle ne parvient pas à affirmer. Par exemple, Heather semble aimer faire du shopping et acheter des vêtements, mais déteste se regarder dans un miroir. En somme, elle refuse de se confronter à son reflet, ce dernier la renvoyant à son incertitude. Elle croit son reflet factice et ne se reconnaît pas dans l'image qu'elle renvoie aux autres. Et Heather étant une jeune femme en pleine adolescence, on peut sans peine imaginer que cette image en question est une préoccupation importante pour elle. Parce que c'est finalement de ça qu'il est question dans Silent Hill 3. Des inquiétudes et angoisses féminines et adolescentes, l'amour, l'identité et l'image principalement. On a déjà vu que si Harry a fait de son mieux pour aimer Heather, il n'a malgré tout peut-être pas été la figure paternelle la plus rassurante et aimante qu'on puisse imaginer.
J'ai évoqué la possibilité qu'il ait recherché du réconfort dans les bras de différentes femmes, ce qui pourrait bien avoir biaisé d'une façon ou d'une autre le rapport qu'entretiendrait sa fille avec les garçons, via des relations charnelles qui se consomment et qui passent, sans lendemain. Et puisque Heather n'a pas pu obtenir l'amour de son père, toujours selon ce présupposé, il est compréhensible qu'elle soit allée chercher cet amour, combler son manque affectif, auprès des garçons. Auquel cas, il est probable qu'elle conscientise ces relations comme vaines et factices, ce qui expliquerait notamment qu'elle ne reconnaisse pas son reflet. Ne sachant pas qui elle est, Heather comprend qu'elle n'est aimée qu'à l'aune de ce qu'elle peut donner, que l'on parle du souvenir d'une enfant disparue, ou bien de faveurs physiques. Elle n'est pas une personne à proprement parler, elle n'est qu'un objet, un moyen pour parvenir à une fin, voire un véhicule en quelque sorte. Car Heather est, depuis toujours, recherchée par l'ordre de Silent Hill, la secte qui voulait utiliser Alessa comme incubateur pour le dieu qu'il cherchait à invoquer. Et Heather étant à la fois Cheryl et Alessa, c'est à son tour de servir d'incubateur divin. Ainsi, elle porte en elle, dès le début de l'aventure, l'embryon de Dieu, celui que vénère l'ordre. Le culte tente alors de rapporter la jeune femme à Silent Hill afin de reprendre la cérémonie d'invocation que Harry avait interrompue dans le premier jeu. Et oui, j'ai bien dit rapporter. Et dans ce Silent Hill 3, l'ordre sera incarné non plus par Dahlia, la mère d'Alessa, mais par Claudia, que l'on découvrira être la meilleure amie d'Alessa, globalement une sœur de cœur, quand elles étaient jeunes toutes les deux. Claudia s'ajoute ainsi à la liste des personnages intéressés vis-à-vis de ce que Heather pourrait leur apporter, en l'occurrence l'arrivée de Dieu, mais aussi le retour d'une sœur disparue. Par ailleurs, la forte proximité entre Alessa et Claudia amène à penser qu'elles ont toutes deux eu une enfance similaire. Pour rappel, Alessa était une enfant qui ne comprenait pas ce qu'on attendait d'elle et qui ne demandait rien d'autre que l'amour de sa mère, amour qu'elle n'a jamais obtenu. Et si, contrairement à Alessa, Claudia n'a jamais été amenée à porter l'embryon divin dans son ventre, elle semble tout de même avoir eu ce même genre de manque affectif, comme le dit clairement Vincent, sur lequel je vais revenir un peu beaucoup plus tard. Et de même, lorsque Heather parle au téléphone avec Léonard, le père de Claudia, ce n'est clairement pas l'amour paternel qui semble l'étouffer, d'autant plus qu'il confond la jeune femme avec sa propre enfant, ce qui renforce très clairement la connexion entre les deux. Alessa ayant disparu à l'âge de 14 ans pour créer le bébé qui deviendra Heather, il paraît logique que Claudia ait été globalement dans la même tranche d'âge. Ainsi, Heather ayant maintenant 17 ans, Claudia aurait alors dépassé la trentaine et est donc une adulte. On pourrait ainsi la voir comme une perspective, une fenêtre sur le futur possible de Heather, ce qu'elle pourrait devenir si elle rejoignait l'ordre, si elle comblait son manque d'amour paternel par une dévotion sacrée. Car on peut comprendre que Claudia était elle-même une adolescente perdue, privée d'amour paternel, et dont la meilleure amie, et probablement la seule personne qu'elle aimait et qu'il aimait en retour, a disparu. Elle s'est donc réfugiée corps et âme dans la religion, et c'est maintenant cette foi qui la définit pleinement. Elle est une dirigeante du culte avant tout, avant d'être la fille de Léonard, avant même d'être une femme. Et ce que Claudia fait durant toute l'aventure, c'est tenter de ramener Heather dans l'ordre, quel qu'en soit le prix, notamment le meurtre du père. Silent Hill 3 amène ainsi l'idée de l'absence d'amour familial qui pousse à la quête d'un amour divin. Et ici, cet amour divin prend pour Heather la forme d'un amour séminal, puisqu'elle est fécondée et porte l'embryon divin dans son ventre, mais surtout elle le porte contre son gré et est envahie d'un amour qu'elle n'a pas demandé, un amour auquel elle ne consent pas. Et j'en reviens alors à cette question des angoisses féminines, puisque le jeu amène l'idée du harcèlement et de la grossesse non désirée. Le harcèlement, dans un premier temps, se ressent à tous les niveaux du jeu, sur toutes les strates, notamment dès l'introduction dans le centre commercial, soit le grand temple iconique de la consommation, introduction dans laquelle Heather est épiée et suivie par le personnage de Douglas. Celui-ci s'avérera être un détective engagé par Claudia pour entrer en contact avec Heather, et finira par devenir un père de substitution pour la jeune femme, l'accompagnant notamment dans son deuil à la mort de Harry ainsi que dans sa reconstitution, mais la présentation du personnage est clairement faite pour le rendre inquiétant, avec son look sombre et mystérieux et son insistance à toute épreuve. De même, lors de cette séquence, la caméra sera positionnée dans des endroits qui semblent précisément choisis pour observer la scène de façon voyeuriste, notamment sur ce plan qui semble chercher à regarder sous la jupe de Heather. Ce type de cadrage étouffant et anxiogène reviendront régulièrement sur toute la durée de l'aventure. À ces éléments, on peut aussi ajouter la grande présence des monstres, plus nombreux que jamais, et qui n'auront aucun scrupule à submerger Heather et lui coller au basque bien davantage qu'à Harry ou James dans les précédents épisodes. Il s'agit probablement d'une réminiscence du format initial du jeu, à savoir un rail shooter, mais plus que jamais, le joueur est ici une proie à la merci de ses prédateurs, un morceau de viande qui n'attend que d'être dévoré, ce qui se confirme par la présence de cet item, inédit à ce Silent Hill 3, le beef jerky, des morceaux de viande séchée que l'on peut poser au sol pour attirer les monstres et détourner leur attention. Ceux-ci ne font alors pas la différence entre la jeune femme et le morceau de viande. Il y a également cette courte scène durant laquelle des cris de loup se font entendre au loin, assimilant Heather à un agneau innocent prêt à se faire dévorer.
Enfin, ce n'est pas un hasard non plus si le premier monstre que Heather rencontre réellement se trouve dans un magasin de vêtements, tant on ne compte plus les agressions subies en raison d'une tenue vestimentaire jugée inappropriée entre autres choses. A noter que lorsque Heather revient dans la version alternative de ce magasin, elle trouve un gilet pare-balles qui va donc la protéger des assauts des monstres tout en entravant ses mouvements. Ce gilet oblige ainsi le joueur à faire un choix entre son confort et sa sécurité, la tenue confortable et légère étant plus risquée qu'une tenue épaisse et entravante. Cette idée est par ailleurs une prolongation du concept de la lampe de poche dont la lumière attire les créatures, invitant ainsi le joueur à faire profil bas et à se faire oublier s'il ne veut pas être attaqué. Et pour la petite anecdote, le personnage qui se fait dévorer dans le magasin de vêtements serait basé sur le modèle d'Angela Orozco, personnage marquant de Silent Hill 2, qui amenait alors, d'une certaine façon, la thématique de la maltraitance parentale, mais aussi et surtout du rapport sexuel non consenti. Et si dans Silent Hill 3 il n'est pas vraiment question de consentement ou non, il reste de nombreux symboles qui viennent directement puiser dans le champ lexical de la relation charnelle. À commencer par ce premier boss à la forme particulièrement éloquente, avec sa couche de peau qui recouvre sa bouche, sa manière d'aller et venir de trou en trou, et sa façon d'attaquer en frappant ou en chargeant. Il ne manquerait alors plus que la sécrétion et le symbole phallique serait alors complet. Cela dit, la fente verticale qui s'ouvre pour laisser apparaître deux mâchoires dentées pourrait également renvoyer au concept de vagina dentata, renvoyant à un mythe d'après lequel le vagin de certaines femmes serait pourvu de dents. C'est également une expression reprise en psychanalyse pour renvoyer à l'angoisse de la castration. Ce mythe était notamment présent au Moyen-Âge et repris dans la fabrication des ceintures de chasteté féminine, comme le suggèrent ces petites dents présentes autour de la fente. Et pour rester sur les monstres, plusieurs choses me semblent importantes à relever, quand bien même Masahiro Ito a déclaré en 2019 que le bestiaire de ce Silent Hill 3 était moins symbolique que celui du précédent. Tout d'abord, le tout premier monstre que l'on rencontre en jeu n'est autre qu'un chien enragé dont la tête se divise en deux moitiés. Cette caractéristique a été pensée pour évoquer Cerbère, le chien à trois têtes qui garde les enfers, et annoncer ainsi, de but en blanc, le ton cauchemardesque et donc infernal du jeu. Cependant, à cela j'ajouterai que si le chien enragé est une figure iconique du survival horror, déjà présente dans le premier Silent Hill, ou encore dans peu ou prou toute la franchise Resident Evil, c'est qu'il vient pervertir un concept tout simple, l'idée que le chien serait le meilleur ami de l'homme, au sens large, ce qui inclut donc la femme, entendons-nous bien. Et avec tous les éléments énoncés jusqu'ici, je pense que le contexte de ce Silent Hill 3 vient rendre cette perversion encore plus profonde. Cette idée de la figure amicale qui devient monstrueuse, agressive et repoussante, je pense pas nécessaire de détailler, j'imagine que vous voyez où je vais en venir, d'autant plus que l'on attribue aux chiens domestiques des idées de protection ou encore d'accompagnement. Une personne isolée ou en détresse peut souvent se sentir rassurée et en sécurité en présence d'un animal de compagnie fidèle. Des qualités qui existent aussi dans les relations humaines. Il ne me paraît par exemple pas exagéré de dire que les relations hommes-femmes se sont de tout temps construites, notamment sur des rapports de protection. Ainsi, il devient aisé entre guillemets d'assimiler ces chiens enragés à des hommes, des amis de Heather qui auraient en réalité de l'intérêt pour elle et, osons le dire, pour sa chair. Le nom de ces monstres, à savoir Doublehead, renforce également cette idée d'un être à deux visages, en l'occurrence un genre de prédateur amical si j'ose dire. D'un autre côté, ces monstres s'expliquent aussi simplement par la peur naturelle des chiens que ressentait Alessa dans le premier Silent Hill, puisque comme explicité plus tôt, Heather et Alessa sont fondamentalement la même personne, les angoisses de l'une se retrouvent naturellement chez l'autre. Et ce seul monstre illustre à merveille toute la complexité de ce Silent Hill 3 et de ses différents niveaux de lecture. Il y a les lectures initiales, celle qui est basée sur le lore de l'univers qu'est Silent Hill, et qui s'attarde ici énormément sur la secte de l'ordre, c'est celle qui amène à dire que le chien est juste la matérialisation de la peur d'Alessa envers les canidés. Il y a ensuite la seconde lecture, qui se base sur la mise en scène et les caractéristiques de ce qui est montré, et qui se construit, petit à petit, par la spéculation. Pour revenir sur le bestiaire en tant que tel, j'évoquerai une autre figure porteuse de sens dans ce Silent Hill 3, le Insane Kansa. Ce monstre se présente sous la forme d'un corps humain dont tous les membres sont gonflés à l'extrême et dont la peau est tendue, voire trouée par endroits. La créature est également dénuée de visage, comme si celui-ci avait été sectionné et qu'un greffon de peau avait été recousu à la place. Ici, il semble assez simple de tisser des parallèles entre le design de la créature et les angoisses adolescentes liées au corps. Le corps gonflé du monstre renvoyant à la poussée de croissance qui arrive à l'adolescence et qui peut s'avérer source d'angoisse ou au moins de désorientation. Le corps change et se courbe au-delà de tout contrôle et demande parfois une réelle adaptation psychomotrice, et ce, j'imagine, d'autant plus chez les jeunes femmes. Et encore une fois, le nom du monstre vient apporter une nouvelle pierre à l'édifice de cette modeste analyse, puisque l'évocation du cancer évoque l'idée d'une tumeur, soit quelque chose qui pousse à l'intérieur du corps, une multiplication anarchique donc incontrôlée des cellules, et qui provoque un gonflement.
En l'occurrence, ce Insane Cancer pourrait également représenter l'embryon divin que Heather porte dans son ventre, ce qui me paraît effectivement plausible, étant donné la peur de la maternité qui peut accompagner toute jeune femme en pleine découverte de sa sexualité, la grossesse pouvant alors être assimilée à une maladie qui se combat, notamment par le biais de traitements médicamenteux. Le Insane Cancer représente donc frontalement la peur du corps métamorphosé. On parle alors de dysmorphophobie. Pour la jeune femme, c'est la peur que son corps lui échappe, mais aussi les complexes qui entourent ce corps. La peur d'être grosse, la peur d'être repoussante, la peur qui amène une jeune femme qui déteste se regarder dans un miroir à passer beaucoup de temps dans des magasins de vêtements. Et me vient alors en tête la phrase qui ouvrait le premier Silent Hill, The fear of blood tends to create the fear for the flesh. La peur du sang tend à créer la peur pour la chair, la peur de la chair. Le sang des premières règles annonce les métamorphoses de l'adolescence et les angoisses profondes qui viennent avec. L'angoisse de ce corps qui échappe à tout contrôle, l'angoisse du regard extérieur, l'angoisse de l'autre, l'angoisse de l'enfantement. La séquence finale de ce Silent Hill 3 met même en scène une séquence dans laquelle Heather expulse le fœtus divin que l'ordre avait placé dans son ventre après avoir avalé une sorte de pastille. Autrement dit, pour affronter le boss final du jeu, le joueur doit déclencher l'avortement de l'héroïne. Et cette thématique de l'avortement revient plusieurs fois tout au long de l'aventure, notamment dans ses toilettes recouvertes de sang, ou encore lors de cette séquence qui prend place à l'hôpital et dans laquelle Heather avance à travers un long couloir sinueux, lequel semble globalement essayer de l'expulser. J'évoquerai également le boss du missionnaire, qui semble designé avec des caractéristiques de médecin pratiquant l'avortement. Un long tablier, des gants qui remontent au-dessus du coude, des gants pour pénétrer en somme, et des outils pointus et tranchants semblant prévus pour sectionner à l'intérieur d'un corps. Et j'ajoute à ces éléments constituants que c'est cette créature qui a tué Harry, le père de Heather, séparant ainsi l'enfant du parent, dans un acte d'avortement inversé si j'ose dire, dans lequel l'enfant vit mais le parent décède. Ce monstre est lui aussi dépourvu de visage, donc d'identité, donc d'humanité comme le reste du bestiaire. Vient ensuite le cas du Slurper, une autre créature inédite de ce Silent Hill 3. C'est un monstre de petite taille qui marche à quatre pattes au sol et qu'il est très difficile de repérer étant donné sa propension à se fondre dans l'obscurité. Il attaque Heather en la faisant tomber au sol et en s'accrochant à elle. Dans son design et ses caractéristiques, il semble que le Slurper ait été pensé à partir du Kekkai, un yokai ou créature folklorique japonaise, matérialisant en l'occurrence les risques et angoisses de la parentalité et de l'accouchement. Le Kekkai se présente alors sous la forme d'une créature de la taille d'un bébé, rampant au sol, recouvert de sang et de poils, et pourvu de 2 langues. Il vit sous le plancher qu'il a vu naître, et revient déchiqueter la femme qu'il a enfantée, pendant que celle-ci dort. Et si quelques caractéristiques manquent au Slurper, sa façon de se déplacer à 4 pattes hors de vue et d'attaquer la jeune femme après l'avoir mis au sol, alors qu'elle est vulnérable et incapable de se défendre, rappelle effectivement le comportement du Kekkai. La symbolique des deux créatures serait alors similaire, évoquant donc la peur et l'angoisse d'une maternité compliquée, oppressante et dont on ne peut se défaire. C'est aussi certainement une réminiscence de l'enfant que l'on aurait empêché de naître, une vie fauchée avant son commencement, et qui revient hanter la mère qui portait l'enfant. Le Slurper devient alors un symbole de culpabilité qui retient et empêche d'aller de l'avant. On pourrait également assimiler ces créatures aux Rompers, qui étaient présents dans Silent Hill 1. Ceci représentait la peur de l'adulte par un comportement violent et éminemment sexuel, en plaquant le joueur au sol afin de lui infliger des dégâts. Le Slurper serait alors une sorte de modèle réduit de ces créatures, gardant le même type d'attaque. Car si la taille et la façon qu'a le Slurper de se mouvoir évoquent un enfant en bas âge, son corps, lui, semble composé de membres développés, adultes si on peut dire, évoquant ainsi une certaine force, voire une violence, malgré une taille réduite, rendant la créature d'apparence inoffensive. Il y a également la tête de ce monstre, possédant une importante excroissance éminemment phallique, avec une bouche à son extrémité. Et à cela, j'ajoute que la créature lève la tête lorsqu'elle cramponne la jambe de Heather, comme pour regarder sous sa jupe, rapprochant drastiquement au passage sa bouche de l'entrecuisse de la jeune femme. Enfin, le nom même de la créature renvoie directement au bruit de succion, d'aspiration d'un liquide, ici d'une sécrétion. La créature devient alors une matérialisation de la peur de l'agression sexuelle. On pourrait aussi imaginer que cette idée de succion, évoquée donc par le nom de Slurper, renvoie également à l'IVG chirurgicale par aspiration. Et avant de conclure sur le bestiaire de ce Silent Hill 3, je voudrais revenir rapidement sur le cas du glouton, une créature issue du conte que lit Heather. C'est un monstre sanguinaire qui dévore sauvagement tout guerrier qui viendrait avec l'intention de le pourfendre. Par ailleurs, lorsqu'une femme pieuse vient à sa rencontre pour le convaincre de ne plus manger les gens, le glouton tue cette femme, sans pour autant la dévorer. C'est donc une créature mangeuse d'hommes, a man-eater, pour reprendre la formule consacrée, et qui, justement, tant qu'on est dans le sacré, rejette en bloc la vertu dogmatique qu'on vient lui proposer, ce qui amène finalement le pouvoir religieux en place à annihiler ce monstre.
Ça c'est pour ce qui est du conte, mais en plus de cette histoire écrite, Heather rencontre également une créature qu'elle assimile à ce glouton. Une créature dont la forme conique et les deux orifices plus ou moins buccaux auront au fait d'évoquer à divers passionnés de la franchise l'appareil génital féminin. Partant de ce postulat, et étant donné l'importance des sous-textes moraux ou moralisateurs dans les contes, on peut totalement assimiler ce récit et ce monstre à un reniement de la féminité, ou plutôt de la sexualité féminine prônée par l'Église, ou en l'occurrence, par l'ordre. Par ailleurs, le fait que ce glouton, tant dans le conte que dans le jeu, empêche quiconque d'avancer, amène à l'idée que ce reniement est une étape nécessaire au développement, toujours dans le cadre de cette morale dogmatique de l'ordre. Pour le reste, il y a encore bien entendu de nombreuses créatures, mais outre quelques caractéristiques signifiantes, elles me paraissent bien moins riches à décortiquer dans le cadre de cette analyse. Je pense notamment au pendulum, qui dans sa forme et son concept n'a rien de particulier à apporter, outre du sang neuf au bestiaire, mais qui émet un son strident, assourdissant et insupportable, qui pourrait, éventuellement, évoquer dans une certaine mesure l'idée du harcèlement vocal de rue. J'entends par là les sifflements, la drague lourde, les insultes, etc. Ou encore aux infirmières, dont les déplacements rappellent une marionnette de bois dont on tire les ficelles, et renvoient ainsi à l'idée des soignants du premier jeu, lesquels étaient manipulés par un organisme tiers pour blesser et non pour soigner. Bref, si le bestiaire de ce Silent Hill 3 est des mots même de Masahiro Ito moins symbolique que celui du précédent jeu, dans lequel chaque créature avait un sens profond et une réelle connexion avec ses personnages, il n'en est pas pour autant insignifiant comme nous l'avons vu. Car s'il y a effectivement des créatures qui ne sont là que pour agrandir la galerie monstrueuse sans rien apporter d'autre, la plupart ont quand même leur lot d'éléments signifiants, des éléments qu'il faut décortiquer et interpréter pour espérer toucher le sens profond de tout ça. C'est le cas des monstres, mais également de la narration, et notamment des personnages, Heather ou encore Claudia évoquée plus tôt, mais aussi Vincent, qui est probablement le personnage le plus trouble et cryptique du jeu. Vincent est un homme quarantenaire et visiblement instruit, comme le suggère son look de professeur et sa première apparition, assis derrière un bureau, en train de lire un livre. C'est cependant un personnage particulièrement difficile à cerner. Il est habile de ses mots et semble également manipulateur. Il annonce être du côté de Heather et vouloir contrecarrer Claudia, et se présente également comme connaissant la vérité sur la jeune femme et sa naissance. Vincent met ainsi en avant un pouvoir théorique qu'il aurait sur elle afin de la manipuler. C'est par exemple, suite aux indications de Vincent, que Heather se rend à l'hôpital et tue Léonard, le père de Claudia. Il se vante également d'une certaine façon de voir clair dans le jeu des personnes auxquelles il parle, notamment quand il déclare à Claudia que ce qu'elle appelle foi n'est que le cri d'un enfant en mal d'amour. Le personnage est également qualifié dans différents documents en tant que Père Vincent. Il serait ainsi un membre éminent de l'ordre, rival de Claudia, ayant entraîné un schisme au sein des pratiquants. Il aurait également détourné de l'argent de ses fidèles à des fins personnelles. Vincent ne voit pas l'intérêt d'être heureux après sa mort, et par extension, profite de ce que la vie a à lui offrir avant la fin inévitable. Cependant, les choses semblent un peu plus complexes que ça, notamment à cause de cette réplique du personnage remettant en question les perspectives. Are you talking about the monsters? Monsters? They look like monsters to you? Oh no. Par cette simple phrase, Vincent amène l'idée que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il insinue ainsi que les différents monstres du jeu n'en sont pas, et sont déformés par la psyché de Heather. Ce ne seraient alors que des matérialisations, ici inconscientes, de son intellect, de sa personnalité, et en l'occurrence, de ses peurs. Mais cette réflexion ne s'applique pas qu'aux monstres, et induit aussi, d'une certaine façon, que toute l'histoire de ce Silent Hill 3 suit cette approche. Ainsi, la première moitié du jeu ne serait en fait qu'une mise en scène expressionniste et subjective de ce moment angoissant où une jeune femme rentre seule chez elle au milieu de la nuit. Et suivant cette idée, l'ordre ne serait en fait pas tant un réel groupe dogmatique vénérant une divinité de sang et de souffrance, plutôt qu'une conscience morale, guillemets de rigueur, venant condamner Heather pour l'expression de sa féminité, pour la découverte de sa sexualité, ou encore pour un avortement éventuel. Cet ordre moral chercherait ainsi à ramener cette dame, qu'il pourrait qualifier de dépravée, dans le droit chemin. La naissance de Heather à la fin de Silent Hill 1 est ainsi la renaissance d'Alessa, libérée de cet ordre, et Claudia, quant à elle, aurait bel et bien été une amie de Heather, alors Alessa, qui s'est sentie abandonnée et jalouse férocement la vie épanouie, entre guillemets, de son ancienne camarade, jusqu'à tenter de la convertir à nouveau. C'est une femme qui est restée bloquée en enfance, en somme, qui n'a pas eu d'adolescence. Et Vincent, quant à lui, serait en réalité un psychothérapeute qui s'occupe de Heather, comme le suggère le fait que sa première apparition se produise dans une clinique psychiatrique, ainsi que sa propension à analyser le comportement de ses interlocutrices. Il cherche également à empêcher le dieu que porte Heather de naître, un dieu qui se nourrit de sa haine, de sa colère et de ses sentiments négatifs.
C'est ainsi pour nourrir Dieu de ses émotions que Claudia a fait assassiner Harry. Dieu est donc ici la matérialisation de toutes les pulsions et émotions malsaines et négatives de l'humain, et Vincent est là pour aider la jeune femme à combattre ses névroses, ou tout au moins à les canaliser. Il l'aide ainsi à avancer et à y voir clair, quitte à lui dire ce qu'elle n'a pas envie d'entendre, ou bien à la mettre devant ses contradictions. Ainsi, Heather le voit comme un beau parleur manipulateur et égocentrique, et a l'impression qu'il ne voit en elle qu'un moyen d'arriver à ses fins, lesquelles consisteraient à tuer Claudia, et je le redis, d'empêcher la naissance de Dieu. Par ailleurs, les dents sales du personnage pourraient illustrer le fait que ces mots sont dangereux, repoussants, ou en tout cas perçus comme tels. Pour autant, il guide Heather à travers tout un voyage introspectif durant la seconde partie de l'aventure, lequel résultera, dans l'une des fins du jeu, en l'acceptation par la jeune femme de sa condition et son épanouissement. Et en effet, c'est lui qui invite Heather à fouiller dans son passé au-delà de tout ce que son père aurait pu lui dire, comme lui caché. C'est également Vincent qui lui recommande indirectement de se rendre à l'hôpital afin de rencontrer Leonard Wolf, une figure paternelle abusive, désintéressée et déçue. Cette séquence peut ainsi être considérée comme une hospitalisation du personnage de Heather, et par laquelle celle-ci va pouvoir renaître en affrontant ses démons et ses peurs. Et si Claudia est en quelque sorte une autre vision, une autre facette d'Alessa et donc de Heather, Léonard devient ainsi une autre facette de Harry, une facette monstrueuse à laquelle la jeune femme doit se confronter pour aller de l'avant. Une image totalement différente de la vision naïve qu'a conservée Heather depuis son enfance. Une image bien plus proche du personnage de Douglas en somme, qui devient un véritable père de substitution lors de l'aventure, comme je le disais plus tôt. Malgré les rejets de l'adolescente, il l'aide à faire son deuil et l'accompagne tout au long de l'aventure, lui témoignant un réel soutien psychologique. Douglas et Harry partagent d'ailleurs quelques points communs, puisque tous deux se sont rendus à Silent Hill pour essayer en vain de retrouver quelqu'un, et sont également, l'un comme l'autre, des pères endeuillés. Car si Harry a perdu sa fille Cheryl à Silent Hill, le fils de Douglas, lui, s'est fait descendre lors d'un braquage de banque. Par ailleurs, de la même façon que Harry a pensé à tuer le bébé qui lui avait été confié, Douglas brandit son revolver, hésitant à abattre Heather dans l'espoir que sa mort mettra fin au cauchemar. En définitive, si Douglas, Harry et Leonard sont trois personnages bien différents dans leur traitement, il reste des variations d'un même archétype paternel qui vont se mélanger pour Heather, comme les deux faces d'une même pièce. Une idée renforcée par cette séquence durant laquelle Leonard confond Heather avec sa propre fille, brouillant donc encore les frontières entre les différentes figures paternelles et filiales. Et pour rester sur cette idée des deux faces, la question du reflet revient bien entendu dans la séquence de l'hôpital, notamment lors de cette courte scène mémorable qui préfigure de cet affrontement introspectif qui surviendra plus tard dans l'aventure. Affrontement lors duquel Heather fait donc face à son doppelganger, son double maléfique, qui utilisera notamment les mêmes armes. Ce duel se passe par ailleurs dans un carrousel au cœur d'un parc d'attractions. Parc d'attractions que Harry traversait déjà 17 ans plus tôt, avant d'interrompre l'invocation de Dieu et que ne naisse Heather. C'est aussi ce même parc qui ouvre l'aventure Silent Hill 3 par la forme d'un rêve durant lequel Heather finit écrasée en remontant les rails d'un grand 8. Toujours en suivant la lecture analytique et prenant en considération que le parc d'attractions est un lieu familial d'amusement et d'émerveillement primaire, facilement associable à l'enfance, c'est par ce rêve que commence l'introspection du personnage de Heather. En remontant les rails, elle s'aventure dans son passé pour espérer trouver la source de son malheur et de ses angoisses. Ce faisant, elle va ainsi au-devant de sa plus grande peur, à savoir elle-même, ou plutôt cette personne qu'elle est, mais ne reconnaît pas. Alessa en somme. Et Vincent, puisque c'est quand même de lui qu'il était question à la base, la guide à sa façon durant ce parcours introspectif. Ce même parcours qui prend fin par l'expulsion du dieu de l'ordre, ainsi que sa mise à mort. Selon cette logique analytique, cette divinité étant la matérialisation des pulsions de violence et de haine de Heather, l'affrontement final permet à l'adolescente de trouver la paix et de s'accepter telle qu'elle est pour pouvoir devenir une jeune femme de 17 ans, tout à fait normale. C'est en tout cas ce qui se passe lors de la première fin du jeu, dans laquelle Heather retrouve Douglas, lui fait une blague et discute de sa prochaine coloration capillaire de façon totalement innocente. La seconde fin par contre, visible à partir d'une deuxième partie, montre le corps de Douglas sans vie alors que Heather serre un couteau ensanglanté dans sa main. Le résultat de l'introspection est alors tout autre. En mettant Dieu à mort, Heather engloutit toute sa violence et sa haine et se laisse donc submerger par celle-ci, finissant par tuer elle-même son père de substitution. Enfin, comme dans les précédents épisodes de la franchise, il existe également une fin décalée, dite OVNI, dans laquelle la jeune femme rentre chez elle et retrouve son père, Harry Mason, en plein duel face à James Sunderland, protagoniste principal de Silent Hill 2, devant un public extraterrestre. Cette fin bonus se conclut d'ailleurs par un générique chanté en japonais avec les paroles qui s'affichent, transformant ainsi cet ending en véritable karaoké. Pour les deux autres conclusions,
Le générique de fin, intitulé Hometown, est une reprise du thème d'ouverture du premier Silent Hill, indiquant ainsi une volonté de boucler la boucle et de passer à autre chose, d'aller de l'avant. Et comme pour la mauvaise fin de Silent Hill 1, la mélodie est accompagnée d'un chant, ici interprété par Joe Romersa, et dont les paroles semblent concerner Harry Mason. Il est alors question d'un homme qui aurait perdu une proche qui était tout ce qu'il avait. Depuis, il vit dans la solitude, en évoquant régulièrement une ville baignée de brume et remplie de créatures maléfiques. Cet homme serait mort du jour au lendemain dans l'indifférence plus ou moins générale. S'il fait déjà assez peu de doute que l'homme dont il est question dans cette chanson est Harry, l'image qui l'accompagne montrant un Heather agenouillé devant une pierre tombale vient clairement renforcer cette idée. Pour ce qui est de la musique en elle-même, outre sa puissance symbolique, elle est également la résultante de la volonté d'Akira Yamaoka, qui revient au poste de sound designer et a enfilé sa casquette de producteur pour la même occasion, de proposer une bande-son bien plus rock que précédemment. Et cela passe par l'ajout de chansons, d'autant plus qu'il y a un précédent avec Esperandote qui concluait une mauvaise partie de Silent Hill 1. Pour l'occasion, Yamaoka s'associe donc avec Joe Romersa, qui interprète donc le morceau Hometown, mais aussi et surtout Melissa Williamson, aussi connue sous le nom de Mary Elizabeth Meglin, laquelle interprète les autres chansons du titre. C'est le cas de You're Not Here, que vous avez entendu lors de l'intro de cet épisode, ou encore Letter from the Lost Days et I Want Love. La particularité de ces deux dernières pistes est qu'elles sont jouées in-game, comme le reste de la bande originale, essentiellement durant les cinématiques. Letter from the Lost Days reprend l'idée de la lettre que l'on écrit à son futur soi pour lui demander si tout va bien et si tout s'est passé comme prévu depuis le temps. Ce concept invitant à la réflexion, la prise de recul et donc à l'introspection semble totalement corroborer ma théorie selon laquelle la deuxième moitié du jeu serait un retour introspectif pour le personnage de Heather. D'autant plus que cette chanson se lance lorsque Douglas conduit la jeune femme là où elle trouve ses origines, là où tout a commencé, à Silent Hill. Les autres chansons, quant à elles, You're Not Here et I Want Love, sont également assez éloquentes quant à leur sujet, à savoir l'amour, ou plutôt son absence. You're Not Here évoque clairement la notion du manque affectif, dû, potentiellement, à une rupture amoureuse, une sensation d'abandon, voire à un deuil. Ce manque est évoqué par l'idée d'addiction, comme quelque chose qui est parvenu à devenir indispensable et qui disparaît violemment. Cette chanson peut ainsi faire référence, d'une certaine façon, à la mort de Harry, vécue par Heather, et évoque également la détresse de la jeune femme. I Want Love, quant à elle, pourrait ainsi être perçue comme la suite logique, avec ce vide affectif grandissant et qui ne demande qu'à être comblé, rempli par l'amour. A noter que l'amour est ici représenté dans un état liquide pouvant être contenu par une coupe, un tonneau ou encore une rivière. L'amour est alors purement séminal, mais également la source d'une soif inextinguible. Là encore, cette chanson semble faire référence à l'état émotionnel de Heather, qui se sent vide, seule, mal aimée, et qui chercherait donc de l'amour auprès de qui pourrait lui en témoigner, tout en sachant que cela ne ferait qu'agrandir son vide affectif. La version studio mix de cette chanson ajoute aux paroles une section évoquant le désespoir de l'objectif semblant inatteignable. I need a miracle and not someone charity. Pour le reste, la bande originale de ce Silent Hill 3 est dans la continuité du travail de Yamaoka sur les précédents épisodes, avec des mélodies parfois angoissantes, parfois mystérieuses et parfois mélancoliques, avec notamment de fortes variations de rythme. Je pense par exemple à Breeze in Monochrome Night, qui allie tour à tour ces atmosphères avec un tempo fluctuant, qui débute de façon lourde et pesante et devient de plus en plus fluide et léger, jusqu'à une véritable envolée onirique au piano, qui finit par revenir au tempo initial avant de disparaître dans un décrescendo final. Par ailleurs, ce morceau semble s'accorder à merveille avec le chant I Want Love, évoquant une nuit noire et oppressante à travers laquelle survient une étincelle, un instant de grâce et de douceur réconfortant, un instant fugace, voué à disparaître avant que la nuit noire ne redevienne un vide existentiel écrasant. Cet épisode touche maintenant à sa fin, mais avant de conclure sur Silent Hill 3, il convient de faire, comme dans les précédents épisodes, un bref point sur les influences esthétiques et narratives. Si les principaux noms sont, bien entendu, encore de la partie, comme l'œuvre de David Lynch, Francis Bacon en passant par Stephen King, ou encore les celles de Jacob, auxquelles toute la séquence de la station de métro semble être un hommage évident, quelques nouvelles références trouvent ici leur place. C'est notamment le cas de Session 9, dont ce plan-ci a visiblement beaucoup plu à la Team Silent, puisqu'on le retrouve presque tel quel dans le jeu. D'ailleurs, le scénario du film partage plusieurs similitudes avec Silent Hill 2, similitudes que je ne préciserai pas, afin de ne pas vous gâcher la surprise du visionnage, et aussi parce qu'on est là pour parler de Silent Hill 3 et non du 2. Autrement, la référence principale de ce Silent Hill est bien entendu Rosemary's Baby, dont le jeu semble presque être une libre adaptation, ou disons une réinterprétation. On retrouve notamment ce personnage féminin à laquelle s'intéresse une obscure secte, qui porte une progéniture démoniaque censée guider la secte en question.
Le personnage de Rosemary porte également un pendentif singulier, une petite sphère qui renferme une substance qui éloignerait le mauvais sort. Ce pendentif paraît excessivement similaire à celui de Heather, lequel contient une sorte de pastille permettant à la jeune femme d'expulser l'embryon de Dieu. Enfin, on retrouve à nouveau une certaine inspiration de Carrie au bal du diable, avec cette jeune femme ressentant une telle détresse affective qu'elle refuse de croire à ce qui lui arrive lorsqu'un beau garçon lui propose de l'accompagner au bal du lycée. De Carrie, on retrouve également la violence de ce personnage pieux qui est la mère de l'héroïne, et qui semble avoir plus ou moins inspiré le personnage de Claudia, qui ne vit que pour son culte et par la violence, sachant que ce personnage était déjà une influence majeure pour la création et l'écriture de Dahlia Gillespie, la mère d'Alessa, sur Silent Hill 1. Et voilà qui conclut cet épisode sur Silent Hill 3, véritable synthèse entre Silent Hill 1 et 2. Ce troisième épisode a marqué la PS2 avec ses graphismes extrêmement poussés et son atmosphère cryptique et malsaine, faisant preuve d'une noirceur et d'une violence plutôt rares encore aujourd'hui. Ce Silent Hill 3 marque également la fin de la formule classique, présente dès le premier épisode, avec cette emphase mise sur l'exploration, ses énigmes bien présentes et ce système de combat peu développé, avec un inventaire illimité. Car en effet, dès son quatrième épisode, la franchise Silent Hill va opérer un virage à 180 degrés par rapport au précédent jeu de la franchise. Mais ça, nous en reparlerons le moment venu. D'ici là, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt j'espère, pour l'épisode consacré à Silent Hill 4.